Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal Vivre ici. Nous sommes le mercredi 27 janvier. C'est un plaisir de poursuivre cette semaine en votre compagnie. Et ce mercredi, c'est l'occasion de nous pencher sur nos jeunes qui vont enfin profiter d'une bulle d'air frais avec de nouvelles mesures pour les activités extrascolaires pour les ados. Christophe Banton et Luc Willems de Télésambre ont rencontré Hugo, Victoria et Nathan. Regardez. Le comité de concertation spéciale jeunesse qui devait se réunir ce jeudi avec le Premier ministre est annulé, mais des réponses claires doivent être apportées rapidement à la détresse psychologique des jeunes. En manque d'activités sportives et sociales depuis des mois, leur morale est mise à rude épreuve. C'est embêtant, on est souvent chez nous et tout, surtout qu'on est quand même jeune, alors on préférerait quand même sortir, voir des amis, etc. Au début c'était un peu possible avec les bulles. Maintenant, c'est vachement plus compliqué. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins de personnes et on sort moins. Et c'est vrai qu'à la fin, on s'ennuie à la maison et on a moins de choses à faire, donc c'est beaucoup plus compliqué. Je fais du tennis, de l'airsoft et de l'équitation. Mais du coup, on a dû arrêter parce que, à cause du Covid-19. Mais ce serait bien de reprendre. Justement, pour lutter contre ce manque de contact et d'activité chez les jeunes, les 3 communautés du pays ont trouvé un accord ce mardi sur une adaptation des activités extrascolaires. Il en ressort que les enfants de moins de 13 ans devraient dorénavant pratiquer ces activités en bulle réduite à 10 jeunes maximum. Il sera aussi demandé de limiter à une seule activité par semaine afin de réduire les contacts. Par contre, la tranche d'âge 13-18 ans qui ne pouvait plus pratiquer d'activité en groupe depuis l'automne pourra les reprendre, mais uniquement en extérieur. Une exception est prévue pour les camps qui seront organisés durant les vacances de carnaval avec des bulles autorisées de 25 enfants. Une bonne nouvelle en perspective pour ces jeunes en manque de loisirs. Ce serait vraiment bien parce que déjà on peut voir plus de monde et ça peut faire du bien. Et ça nous changerait un peu plus les idées du coronavirus et tout. Alors oui, ce serait beaucoup mieux. Oui, ce serait quand même vachement bien pour déjà reprendre un peu le sport. Parce que personnellement, je faisais du tennis, de l'airsoft, des choses comme ça. Depuis le début du confinement plus strict, on va dire, je ne fais absolument plus rien et on ne sort plus. Revoir des amis, même si c'est en plus petit comité, en plus petite bulle, même quelques personnes, ce serait vraiment cool. Par ailleurs, dans un second temps, un assouplissement pour les 18-25 ans est également envisagé. Toutes ces mesures viennent d'être validées par le Cairn, mais doivent encore être officiellement communiquées. Suite, mais pas fin, dans le procès Netis. C'est la libération sous condition pour Stéphane Moreau et Paul Hayes. La Chambre du Conseil a entendu ce mercredi matin les avocats de Stéphane Moreau et Paul Hayes. Justement, une plaidoirie de 3 heures. On ne sait pas encore si le parquet fera appel. Compte rendu des derniers rebondissements dans ce gros dossier avec RTC Liège, France de Fall et Jean-Luc Flodartic. Nous avons demandé que d'autres personnes soient interrogées, c'est-à-dire les vrais décideurs, c'est-à-dire les femmes et les hommes politiques qui étaient là au moment où les décisions étaient prises. Sommes-nous à un tournant dans le dossier Netis? C'est en tout cas ce que pense Maître Beyle, l'avocate de Paul Hayes, qui assistait son client ce matin en chambre du Conseil. Si un travail d'enquête important a été effectué au niveau du comité de rémunération et de la direction de Netis avec les interpellations que l'on connaît, l'affaire pourrait prendre une tournure politique. La plupart des décisions dont on parle ont été validées, suggérées, recommandées selon les cas par différents hommes et femmes politiques de la région de Liège. Donc il faut lever l'ombre et y voir beaucoup plus clair. Dans ce dossier, pour les avocats de Stéphane Moreau et Paul Hayes, il n'y a pas eu volonté d'abus de biens sociaux ou détournement de fonds publics. Dans la mesure où ces personnes ne souhaitaient pas poursuivre dans les conditions qui leur étaient proposées, il a été sollicité une solution, non pas de détourner le décret, évidemment, puisqu'il devait être considéré comme applicable, mais bien trouver une solution qui a été proposée par des conseils spécialisés en droit social, qui a été avalisée par le CNR, qui a été avalisée par le conseil d'administration. L'affaire Netis, un dossier qui risquerait de connaître des rebondissements dans ces prochains jours.
À partir de ce mercredi, les voyages non essentiels sont interdits dans l'objectif, bien sûr, de contrer la propagation du coronavirus. Olivier Bohan et Jonathan Loupeau de Télésombre retracent pour nous, pour vous, toutes les conditions pour pouvoir partir ou non à l'étranger. Si vous avez pensé, ne fût-ce qu'un quart de seconde, à vous rendre au ski ou de prendre l'avion vers une plage de Malaga par exemple, sachez qu'aujourd'hui ce n'est plus possible puisqu'il est désormais interdit de voyager à des fins récréatives. Cette durée d'interdiction court jusqu'au 1er mars, mais il existe des exceptions dont les motifs sont les suivants, comme les raisons familiales impérieuses avec la visite à un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le même toit. Il faudra néanmoins fournir des preuves de la relation stable et durable. Inutile donc de passer la frontière pour votre rendez-vous Tinder. Les déplacements liés à la coparentalité, les mariages civils et religieux ainsi que les funérailles d'un proche sont autorisés. Il y a aussi les raisons humanitaires, comme des déplacements médicaux ou l'assistance à une personne vulnérable. Les études font partie des bonnes raisons, tout comme les stagiaires dans le cadre d'un échange lié au cursus. Et enfin, les chercheurs avec un contrat d'hébergement peuvent également se rendre à l'étranger. Inutile de dire que les frontaliers pourront passer la frontière seulement si c'est lié à leur vie quotidienne. Et enfin, les raisons professionnelles, les soins aux animaux, les déplacements dans le cadre d'obligations juridiques, les réparations urgentes d'un véhicule et les déménagements sont aussi considérés comme essentiels. Mais attention, la déclaration sur l'honneur ne modifie pas les règles concernant les voyages de plus de 48 heures, à savoir remplir le formulaire de localisation du passager, les tests et la mise en quarantaine. Alors, que risquez-vous si vous effectuez un voyage non essentiel? Eh bien, vous vous exposez alors à une amende d'au moins 250 €, même si c'est le propre des voyages que d'en ramener tout autre chose que ce qu'on y est allé chercher. Il ne vaudrait mieux pas pour vous et pour votre entourage que ce soit l'un des variants de la Covid-19. Un peu de patience, donc. Le monde culturel souffre depuis des mois. C'est sur la page de son compte Facebook donc que le comédien namurois Nicolas Beuys a publié une lettre en forme de coup de gueule. Tout le secteur souffre, il le répète, conversation avec Benoît Derue et Dimitri Goffin de Canal C. Le comédien Nicolas Beuys n'est pas du genre à se laisser abattre. Après le premier confinement, il avait rapidement monté un spectacle pour renouer avec son public. On se souvient du Crépuscule qui était en quelque sorte sa réponse artistique à la crise. Mais aujourd'hui, alors que les théâtres sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, il pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Son cri de désespoir, c'est celui d'un artiste qui n'a d'autre perspective que le chômage. Et le chômage artiste est un montant totalement dérisoire qui est un petit peu supérieur que le montant du CPAS, donc un tout petit peu supérieur au seuil de pauvreté complète. Alors d'habitude, quand tout fonctionne, ça marche parce que voilà, il y a énormément de comédiens confirmés qui vivaient de ce métier en Belgique, mais quand ça s'arrête, il y a un énorme problème et les aides allouées par notamment le ministère de la Culture ne vont pas directement au dernier de ligne, je dirais, c'est-à-dire les modestes comédiens, mais aussi scénographes, metteurs en scène, auteurs qui travaillent en bas de la chaîne. De plus, à la reprise, il va y avoir un véritable embouteillage de production et beaucoup risquent d'y laisser des plumes. Évidemment, on est très solidaire avec tous les autres métiers qui ne peuvent plus pratiquer, mais un théâtre ne rouvre pas comme une pâtisserie va pouvoir ouvrir, ou comme un bar, ou comme un restaurant. Ce sont des énormes équipes en général, ça demande de mettre en ordre tout ce puzzle et on va avoir du retard par rapport à ça, donc on a besoin de cette aide maintenant. Énormément de comédiens, de comédiennes, de danseurs, d'artistes de cirque sont en train de se réorienter, mais complètement. Ça, on n'en parle pas, mais vraiment, faire des stages en menuiserie, partir, je sais pas, chercher des algues en Bretagne ou autre, commencer des formations d'électriciens, devenir chauffeur-livreur, quelque chose, enfin, c'est surréaliste, quoi. Jamais on n'aurait pu imaginer une chose pareille. Notre économie s'est complètement arrêtée. La lettre ouverte signée par Nicolas a le mérite de remettre cette réalité sur le devant de la scène. La ministre de la Culture a d'ailleurs répondu à son interpellation. J'ai reçu justement une réponse de
de Madame Linard sur Facebook. Je l'ai un petit peu parcouru. Effectivement, elle parle de la difficulté dans ce pays, de l'éclatement des compétences, qui fait qu'elle ne peut pas, évidemment, elle se réfère au fédéral, comme les théâtres, pour nous, se réfèrent au ministère de la Culture. Donc on est dans un espèce d'énorme schéma kafkaïen, un serpent qui se mord la queue. Et là, on n'a plus personne, on n'a plus d'interlocuteur. Le fédéral a entrepris aussi un travail pour enfin doter les artistes d'un véritable statut. Donc je pense qu'ils sont en train, croisons les doigts, et c'est un statut qui va prendre évidemment énormément d'années à finaliser, parce qu'il faut que le fédéral l'appuie, le signe, l'ONEM, les différentes forces syndicales, etc. Donc c'est encore un énorme travail. Le coup de gueule de Nicolas aura été partagé par un public qui, par des applaudissements plutôt que par des likes, est prêt à prouver combien la vie culturelle est essentielle au bien-être de la société. Un couple, c'est une aventure. Plouf, Angélique, plouf. Filons à Mons à présent avec ce séisme à la collégiale Sainte-Vaudrue. Plusieurs œuvres ont fait l'objet d'une rénovation inadaptée par une personne non qualifiée. Pourtant, à la base, il n'y avait qu'une bonne intention. Virginie Peters et Quentin Flamand de TLMB font l'état des lieux pour nous. Depuis plusieurs mois, les deux ouvriers d'entretien de la collégiale n'ont plus vraiment beaucoup de boulot. Histoire de ne pas rester à rien faire, un des membres de la fabrique d'église a proposé qu'un de ses ouvriers rafraîchisse quelques œuvres. C'est à ce moment que la catastrophe a débuté. Exemple avec cette sculpture sur pierre bleue dont la patine a été poncée au papier de verre. Un premier impact, c'est que donc, le papier de verre c'est abrasif, ça veut dire que ça a enlevé de la matière. Donc il y a une perte de matière. Là, on devra voir avec les spécialistes de l'IRPA, donc l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, qui va venir, qui est vraiment spécialisé dans la restauration d'œuvres d'art telles que celle-ci, et qui pourra nous dire ce qu'on peut faire pour essayer de revenir à un état premier. Après inspection, la WAP constate des éléments griffés par un nettoyage musclé avec du matériel inadapté, la remise en couleur de boiserie et autres statues de plusieurs chapelles avec des peintures chimiques qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Mais qui sont des produits absolument pas adaptés, parce que des produits avec des composants chimiques et donc des choses qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent avoir un effet désastreux sur la matière, la corroder et qui vont à l'encontre d'un grand principe en restauration, c'est que ça doit toujours être réversible. Dès lors, on utilise toujours des produits le plus naturels possible et surtout où il n'y a pas de réaction incontrôlée. Et pourtant, chaque rénovation de biens mobiliers ou immobiliers de la collégiale doit faire l'objet d'une demande à la WAP et elle n'a pas été faite par la fabrique d'église. Un certain nombre de ces travaux ne me semblait absolument pas poser de problème. Mais par exemple, on a ici une loge dans laquelle se trouve une statue. Rafraîchir la couleur du fond de la loge ne me semble pas être quelque chose de très... Mais bon, c'est vrai qu'en principe, il faut demander une autorisation. Quant à l'ouvrier qui a fait les rénovations hasardeuses, il ne peut être tenu en aucun cas pour responsable de la catastrophe patrimoniale. Je l'ai vu ce matin, il est assez perturbé parce qu'il n'a pas dormi la nuit dernière. Non, il est assez perturbé par ça parce que lui, il a certainement mis tout son cœur et a essayé de faire les choses le mieux possible, mais c'est vrai qu'il n'a pas nécessairement toutes les qualifications. Il a juste fait ce qu'on lui a demandé, en fait. Oui, c'est clair. À la WAP, on ne conteste pas la bonne intention qui se cachait derrière ces petits coups de fraîcheur. Reste que la rénovation est dans les faits une dégradation des œuvres pour laquelle la fabrique d'église pourrait être poursuivie. Si la gestion de la collégiale est du ressort de la fabrique d'église, le bâtiment appartient à la ville de Mons. Le bourgmestre Nicolas Martin entend bien avoir quelques explications sur comment ce désastre a pu se produire. Voici pour l'actualité de ce 27 janvier dans vos régions. L'info continue sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur le site vivreici.be. Et puis le journal de 18h arrive sur votre média préféré. Passez une magnifique soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout, c'est important. Moi, je vous dis à demain, 17h. Au revoir.